si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Quelques mois plus tard, le bloc soviétique s'effondre. La guerre froide est finie. Mais Fidel Castro, lui, n'en a pas fini avec son grand combat contre l'impérialisme. Pas question que ça devienne incontrôlable. Je ne laisserai pas insulter les États-Unis. Dans ce film, ceux qui ont fait l'histoire, anciens dirigeants, agents de renseignement, diplomates, racontent les coulisses de la politique internationale de Cuba, les négociations secrètes avec les États-Unis et le combat de Fidel Castro pour sauver coûte que coûte la révolution. « 5 août 1994. Un événement incroyable se produit à La Havane. 35 ans après la Révolution, les Cubains descendent dans la rue. La protestation tourne rapidement à l'émeute. Dans sa chute, le mur de Berlin a entraîné tout le système socialiste européen. Et comme c'était à prévoir, quelques fragments du mur ont heurté Cuba de plein fouet. Cuba, sous embargo américain depuis 3 décennies, dépendait presque totalement de l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique a rendu l'âme. La population cubaine manque de tout. Médicaments, nourriture, essence. Même les hauts fonctionnaires proches de Fidel Castro sont affectés par la pénurie. En tant que fonctionnaires, nous ne devions utiliser nos voitures de service que lorsqu'il n'y avait pas d'autre moyen. Comme le reste du peuple cubain, on devait se déplacer en vélo. Tout était bon pour se nourrir. Les gens mangeaient par exemple la peau du pamplemousse. Ils la faisaient revenir dans l'huile comme un steak. Je sais qu'à cette époque, des gens en sont arrivés à manger des serpillères. La patrie ou la mort, le grand mot d'ordre des rebelles cubains. Pour survivre dans le monde de l'après-guerre froide, Cuba va-t-il devoir abandonner la révolution? Fidel Castro cherche à retrouver les mots qui pourraient galvaniser ses partisans. Debemos afrontar un duro periodo especial. Y ahora este país se le pide una misión extraordinaria. Salvar la revolución en Cuba. Salvar el socialismo en Cuba. Mais les grands discours ne suffisent plus. Alors Fidel Castro descend dans la rue pour faire face en personne aux émeutiers. La présence de Fidel dans la foule, en pleine émeute, a eu un effet incroyable sur ces gens. Quelques minutes plus tôt, ils étaient en train de jeter des pierres et de briser des vitrines. Ils se sont calmés et se sont mis à crier « Vive Fidel !» Fidel Castro a rétabli l'ordre à lui tout seul. Les émeutes cessent, mais les pénuries, elles, continuent. Une partie de la population exigeait le droit de quitter le pays, souvent pour partir aux États-Unis. Car jusqu'à cette époque, quand des citoyens essayaient de s'enfuir en bateau, on les arrêtait. Mais là, on a dit aux gens qu'ils étaient libres de partir aux États-Unis s'ils en avaient les moyens. Nos sentiremos
en el deber de dar instrucciones a los guardafronteras que no obstaculicen ninguna embarcación que quiera salir. Des milliers de Cubains, que l'on surnomme les balseros, les boat people, fabriquent des embarcations de fortune et tentent au péril de leur vie de rejoindre les côtes américaines, situées à 150 km seulement. Des Cubains de Floride décident d'aider leurs compatriotes à fuir l'île. Ils survolent la zone pour signaler aux gardes-côtes américains la présence de réfugiés cubains en détresse. Mira, son 10 personas. Hay un niño de 4 a 5 años, 3 mujeres y 6 hombres. Castro devait relâcher la pression, alors il les a laissés venir. Il essayait de se débarrasser de ses propres problèmes tout en gênant les États-Unis. Je me suis dit tout de suite, cette histoire, je la connais, et ça finit mal. 14 ans plus tôt, Bill Clinton n'était encore que le jeune et fringant gouverneur de l'Arkansas, en pleine campagne pour sa réélection. Déjà, Fidel Castro avait eu recours au même procédé, se débarrasser de ceux qui veulent partir et utiliser la vague des réfugiés pour déstabiliser les États-Unis. Tout avait commencé lorsque 6 Cubains avaient lancé un bus sur l'ambassade du Pérou à La Havane, dans l'espoir d'y trouver refuge pour fuir Cuba. Très vite, ils sont 10 000 à suivre leur exemple. C'est un désastre pour l'image du régime castriste. Les Cubains qui étaient dans l'ambassade ne voulaient partir ni au Pérou, ni dans les autres pays qui s'étaient proposés. Ils voulaient rejoindre les États-Unis. La situation était vraiment désespérée pour tous ces gens. Napoléon Villaboa, ancien révolutionnaire en exil, voit dans cette crise le moment à saisir pour les Cubains de Floride. Se mobiliser pour aider leur famille à sortir de Cuba. Il parvient à obtenir une audience avec Fidel Castro. Je lui ai dit, écoute Fidel, nous, les Cubains, nous sommes comme les Chinois. La famille, c'est ce qui compte plus que tout. Si tu garantis à ceux qui se trouvent aux États-Unis avec un bateau que tu les laisseras repartir avec un membre de leur famille qui est dans l'ambassade, ils viendront. Autrement, ce sera très difficile. Il m'a répondu, ah, ça c'est intéressant. Fidel Castro ne rate pas l'occasion. Il autorise les Cubains de Floride à venir en bateau et ramener les leurs. Plus de 100 000 réfugiés arriveront sur les côtes américaines. La Floride était débordée. Nous n'étions pas préparés à accueillir autant de gens. Le système a été complètement submergé. On ne savait pas quoi faire. C'était l'enfer. Fidel Castro a réussi son coup. Les réfugiés ne sont plus le problème de Cuba, ils sont devenus le problème des États-Unis. Pour Washington, la situation ne fait qu'empirer quand une rumeur se répand. Castro utiliserait la crise pour se débarrasser de personnes indésirables. What type of people did you end up with? We're getting all kinds. We got crazy people, we got prisoners, we got some criminals. Who knows what kind of people we got here? Where were you before? I was you. Did the government come and pick you up and say, come on, let's go? Yeah. They just come and pick you up? Dans toute société, il existe des exclus, quel que soit le régime social, ceux qu'on pourrait appeler les asociaux. La position de Fidel était réfléchie et tout à fait claire. Vous voulez emporter le lumpen prolétariat? Allez-y. Rien à faire. Castro allait embarquer ces gens. Est-ce qu'on va couler les bateaux? Ben non. La Maison-Blanche tente de répartir les nouveaux arrivants sur tout le territoire américain, dans des lieux sécurisés, pour faire le tri entre vrais et faux réfugiés. L'un de ces lieux se trouve en Arkansas, l'État du gouverneur Clinton. Rapidement, la situation dégénère.
des centaines de réfugiés cubains s'échappent et se dirigent vers la petite ville voisine. Ils allaient laisser filer plus d'1 millier de personnes, ce qui ne correspondait pas du tout à ce que m'avait dit la Maison-Blanche. Bill m'a appelé dès que l'émeute a commencé. Il m'a dit, on a un problème. Ils brûlent des camions, des matelas, c'est une foule en colère. Et de l'autre côté, à l'extérieur, on a la population locale en armes, donc tous les ingrédients pour que cela dégénère en un sérieux affrontement armé. Ça ne peut que finir mal. Les gens étaient tous sortis dans leur jardin ou sous leur porche. L'un d'eux était même monté sur le toit de sa maison, prêt à tirer sur un Cubain. J'étais écœuré. General Drummond has been informed that the troops here under his command are clearly permitted to use reasonable force. La police de l'État et la garde nationale avaient mis en place une barrière de sécurité. Ils avaient des fusils et tiraient par-dessus leur tête. Quelques personnes ont été blessées, mais aucune sérieusement, et ils ont fini par reculer. Rapidement, l'ordre est rétabli. Mais pour Bill Clinton, le mal est fait. En novembre, j'ai été battu. 6% des électeurs ont changé leur vote uniquement à cause des Cubains. Et c'était plus que suffisant pour faire basculer l'élection. I regret that I will not have 2 more years to serve as governor, because I have loved it. I have probably loved it as much as any person who ever had this office. Été 1994. Clinton, devenu président des États-Unis, voit poindre une nouvelle crise des réfugiés cubains. Il n'a pas l'intention de laisser l'histoire se répéter. Je voulais que Castro comprenne que nous n'allions pas le laisser déstabiliser les États-Unis et exporter ses problèmes chez nous. Clinton veut cette fois trier les réfugiés avant qu'ils posent pied aux États-Unis, en les envoyant à Guantanamo, la base militaire que les Américains ont conservée sur l'île de Cuba. Si nous parvenions à les intercepter à temps avant qu'ils n'arrivent ici, nous pouvions les transférer à Guantanamo et les garder là-bas. Mais pour mettre en œuvre son plan, Clinton a impérativement besoin du soutien de la communauté cubaine américaine en Floride. Une communauté dont le vote fait la différence pour tout candidat à l'élection présidentielle américaine et qui rêve de renverser Castro. Il décide d'inviter certains de ses membres les plus influents à la Maison-Blanche le jour de son anniversaire. C'était la première fois que des Cubains étaient invités et consultés par le président des États-Unis. Il était très décontracté. Il se comportait comme un président, mais comme s'il était l'un des nôtres. Je leur ai dit, j'ai besoin de votre aide. Je veux que vous soyez partie prenante jusqu'au bout. Les représentants des Cubains de Floride, persuadés que le régime de Castro touche à sa fin, exigent que Clinton renforce encore l'embargo. On lui a dit, « Monsieur le Président, n'ayez aucune pitié pour Castro. Aucune pitié pour cet assassin. » Clinton accepte leurs recommandations. Pour les réfugiés, la nouvelle tombe comme un coup de massue. Alors qu'ils rêvaient d'une nouvelle vie en Floride, ils se voient offrir un séjour forcé dans la base militaire de Guantanamo. Et bientôt la base se remplit. We can certainly do the job as long as the job needs to be done. But the psychology of people who live in refugee camps is that after a period of time, they get extremely hostile. Give them some room. La Maison-Blanche doit trouver un moyen de limiter le flot de réfugiés. Plusieurs personnes ont suggéré de voir si on pouvait convaincre le gouvernement cubain. Nous étions certains que si l'accès aux plages était fermé et contrôlé, il pourrait les empêcher de venir.
Comme Washington n'a pas de relations diplomatiques avec Cuba, Bill Clinton fait appel à un intermédiaire. Mon secrétaire est entré dans mon bureau et il m'a dit « Le président Bill Clinton est en ligne ». Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un appel du président des États-Unis. J'ai dit Castro m'a déjà coûté une élection, il n'en aura pas une deuxième. Pas question que ça devienne incontrôlable. Je ne laisserai pas insulter les États-Unis. Le président Clinton m'a alerté que l'arrivée désordonnée de Cubains aux États-Unis risquait d'entraîner un sentiment de rejet chez les Américains à l'encontre des immigrants. Cette situation nous concernait tous. Je lui ai dit, je suis disposé à accepter davantage d'immigrants. Je suis disposé à améliorer notre système d'accueil. Mais d'abord, vous devez arrêter ça. Carlos Salinas appelle Fidel Castro. Le dirigeant cubain pose une condition. Il n'acceptera de discuter des réfugiés que si la négociation porte aussi sur l'embargo qui étrangle son île depuis plus de 30 ans. Ce à quoi le président Clinton a répondu « Dites au président Castro que je ne suis actuellement pas en position de parler de l'embargo. Mais quand la situation sera réglée, je suis prêt à discuter de tout ce qu'il voudra. » Autrement dit, il devait me croire, et me croire sur parole. Mais après des décennies de conflits avec les États-Unis, Fidel Castro n'a guère confiance. Y bueno, las exigencias norteamericanas a nosotros han sido de distintos tipos. Iban variando, a cada rato añadían una nueva. C'était la première fois que Fidel Castro avait une discussion avec le président des États-Unis par l'intermédiaire du président mexicain. Alors Fidel m'a dit « J'accepte sa proposition et j'ai confiance en sa parole. » J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le président Clinton en lui disant « Voici la réponse de notre ami. J'accepte votre proposition et j'ai confiance en votre parole. » C'est tout? Oui. Il m'a dit « Merci Carlos ». Il était plein d'enthousiasme dans sa manière de me remercier. Il faut encore 8 longs mois de négociations pour qu'un accord soit trouvé. Cuba fermera à nouveau ses frontières. Bill Clinton accueillera sur le territoire américain les réfugiés parqués à Guantanamo. Mais dorénavant, il renverra les Cubains qui tentent de rejoindre la Floride. Il met ainsi fin à une politique qui voyait dans tout Cubain fuyant l'île un réfugié choisissant la liberté que les États-Unis se doivent d'accueillir. La communauté cubaine de Floride, auprès de qui Clinton avait déployé toute sa force de séduction, se sent trahie. J'étais outré par la manière dont les réfugiés cubains étaient traités. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une manière de régler ce problème. Nous voulions que tout le monde comprenne jusqu'où allait notre désir de liberté, notre désir de démocratie. José Basulto forme un groupe de jeunes pilotes qui larguent des tracts sur Cuba, appelant à la résistance non violente. Pour Fidel Castro, c'est une provocation. Le dirigeant cubain saisit l'occasion quand Bill Richardson, un parlementaire proche de Clinton, arrive à La Havane pour négocier la libération de quelques-uns des nombreux prisonniers politiques détenus à Cuba. Quand je suis arrivé, je suis allé me coucher. Vers 2 heures du matin, on frappe à ma porte. Mon contact me dit que Fidel veut me voir et dîner avec moi. Quoi? Mais il est 2 heures du matin. Il m'a dit, il faut vous lever, allez, on y va. Et on est allé dîner. La discussion s'étire jusqu'à 5 heures du matin. Fidel Castro accepte de libérer 3 prisonniers. Mais il compte bien obtenir quelque chose en échange. Le mandamos a decir a Clinton, con Richard,
que parara los vuelos, que era imposible que permitiéramos que sobre la ciudad volaran los aviones. ¿Y qué haría Estados Unidos si un avión cubano vuela sobre Washington? De retour aux États-Unis, j'ai fait part des inquiétudes de Castro. On me répondait « Oui, on essaie de faire quelque chose avec l'agence gouvernementale de l'aviation. C'est compliqué, le droit international. » Fidel Castro mobilise les services de renseignement cubains. On m'a fait venir au quartier général des services secrets cubains. Les autorités se méfiaient beaucoup des activités de ce groupe, surtout à cause de leur chef, José Basulto. Il avait été formé par la CIA. Il s'était infiltré à Cuba dans les années 60, au moment du débarquement de la baie des Cochons. Ils m'ont chargé de diriger une équipe qui se trouvait à Miami. Mission confiée à cette équipe, surveiller le groupe de José Basulto. Nous sommes le 24 février 1996, jour anniversaire de l'indépendance cubaine. Nous sommes partis autour de 1h15 en direction de la Havane. Para su información, Centro Habana, el área de operaciones nuestras al norte de La Habana en el día de hoy, así que estaremos en su área y en contacto con usted. Tiene un saludo cordial de Hermanos al Rescate y de su presidente, José Basulto, que le habla. Ok, recibido, señor. Le informo, la zona al norte de La Habana está activada. Corre usted peligro al penetrar por debajo 24 norte. Estamos conscientes de que estamos en peligro cada vez que cruzamos el área al sur del 24, pero estamos dispuestos a hacerlo. Es nuestra condición de cubanos libres. Les versions divergent sur ce qui se passe ensuite. Les 3 avions de Basulto ont-ils pénétré l'espace aérien cubain? Je venais de virer pour aller direction Est quand j'ai vu un MiG s'approcher, d'abord en face de nous, puis de côté. La tenemos captura, autorízanos. ¡Autorízanos, cojones! ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! J'ai dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à voir de la fumée au loin. Charlie, c'est you? C'est you, Mike? Quand j'ai entendu le silence, pas de réponse, j'ai dit aux passagers, ça va être notre tour. Je ne voulais pas prendre le risque, alors j'ai volé direction nord, vers Miami. Something very tragic that we have dreaded for a long time, I believe happened today. I believe we lost our first pilot. Deux des 3 avions sont abattus par la flotte cubaine. Leurs pilotes, exilés en Floride, ont la nationalité américaine. C'est l'incident le plus grave opposant les États-Unis et Cuba depuis la tentative d'invasion de la baie des Cochons en 1961. Je devais partir en voyage en Équateur, mais nous avons décidé, ou plutôt Fidel a décidé d'annuler le voyage, parce que nous savions qu'il y aurait une période troublée après ce qui s'était passé. Fidel Castro demande à Ricardo Alarcón, ancien ambassadeur aux Nations Unies, bien connu de la communauté internationale, de présenter le point de vue cubain. We had never shot down an American civilian plane. We shot down a plane of a terrorist organization based in the US. Quelle que soit la réalité des faits, le conflit ne peut que s'emballer. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je me suis senti mal. Je savais que tout le monde allait être furieux et battre les tambours de guerre. It must be reacted to seriously by the administration by going to the National Security Council at the United Nations and not this farce. Mr. Speaker, I rise to condemn a brutal and cold-blooded, premeditated killing of American citizens
Tout le Congrès, pas uniquement les républicains, pensait qu'il fallait agir. Je savais qu'il fallait mettre fin à cette soif de vengeance. Bill Clinton réunit son Conseil de sécurité nationale. En résumé, le général Shalikashvili a dit « Monsieur le Président, nous pouvons faire tout ce que vous voulez, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi viser les bases aériennes d'où sont partis les avions de combat cubains ne donnera rien de bon. Les Cubains attaqueront Guantanamo. Et même si notre victoire militaire est assurée, ce sera au prix d'immenses pertes humaines des deux côtés. » J'ai dit, je ne veux pas faire ça. Mais il faut faire quelque chose. Pris entre deux feux, l'action brutale de Cuba et les pressions du lobby cubano-américain, le président Clinton ne peut pas tenir la promesse qu'il avait faite à Fidel Castro d'alléger l'embargo. Et puis il se lie les mains. Le président devra dorénavant obtenir l'accord du Congrès avant toute modification du blocus de Cuba. Je l'ai fait à contre-cœur, je ne voulais pas. Mais c'était quand même mieux que de partir en guerre. Peu après, le FBI arrête les espions cubains de Miami. Il était 6 heures du matin, j'étais en train de dormir. J'ai entendu un énorme bruit. C'était les forces d'intervention du SWAT qui venaient d'enfoncer la porte de mon appartement. Ils avaient leurs casques, leurs gilets pare-balles, tout l'attirail. Ils m'ont braqué dans mon lit avec leurs mitrailleuses. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation. Ils m'ont menotté. Ils ont vérifié que j'avais rien dans la bouche, comme une pilule de cyanure. Ils avaient dû voir ça dans les films. Hernandez est condamné à la prison à perpétuité. Comment Fidel Castro peut-il retourner la situation? Il a perdu son allié soviétique. Les négociations avec Clinton n'ont pas empêché l'aggravation de l'encerclement économique de Cuba. Le moment d'un virage stratégique est venu. Il en informe ses voisins latino-américains. C'est à ce moment-là que Fidel Castro a dit « La révolte armée ne permet plus de changer le monde aujourd'hui. » Quelle annonce! C'était la première fois que j'entendais Fidel dire que la lutte armée devenait anachronique. Et c'est vraiment le mot qu'il a employé, anachronico. Ça a vraiment changé la donne. Quel changement! Un changement spectaculaire. Un virage à 180 degrés. Comme pour symboliser le renoncement aux armes, Fidel Castro délaisse son treillis militaire. Il tente de présenter aux caméras du monde entier une image rassurante. Mais si Fidel Castro dit avoir renoncé à la lutte armée, c'est pour trouver de nouveaux alliés. Au cœur de sa nouvelle stratégie diplomatique se trouve le Venezuela, l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, dont l'aide pourrait sauver l'économie cubaine. Fidel Castro sait qu'il ne peut faire affaire avec le gouvernement en place. Mais il a repéré un allié potentiel, un jeune officier qui avait tenté de faire un coup d'État 2 ans plus tôt, Hugo Chavez. Il autorise son ambassadeur à Caracas à le rencontrer. Il m'a expliqué qu'il avait réfléchi à un projet qui passe par les élections, qui serait pacifique et démocratique. Il m'a même dit, en me regardant, « J'ai vu une révolution dans les yeux du peuple. » Séduit par ce premier rendez-vous, l'ambassadeur suggère à Fidel Castro d'inviter Chavez à La Havane. Même si cela reviendrait à afficher publiquement son soutien à un opposant au gouvernement en place d'un pays puissant. Quelques mois plus tard, le principal espion cubain au Venezuela, Carlos Antelo, reçoit un message codé de son chef.
Il m'a dit, il faut que tu invites ton ami l'Indien à nous rendre visite à Cuba. Tu penses qu'il va accepter? J'ai répondu, oui, je ne vois pas pourquoi il refuserait. Si je lui en parle, je crois qu'on pourra y arriver. Alors il m'a dit, action. Carlos Antelo organise rapidement un rendez-vous avec Hugo Chavez, alias l'Indien. Je lui ai dit, Hugo, j'ai une invitation pour aller à Cuba en décembre. Il m'a répondu, ça m'intéresse beaucoup, Carlos. Évidemment, je crois que c'est très important. Mais est-ce que je vais voir le cheval? Alors je lui ai dit, je ne connais pas son emploi du temps, donc je ne sais pas. Il faut comprendre que pour lui, aller à Cuba, sans être reçu par Fidel, aurait signé l'arrêt de mort de sa carrière politique. Je lui ai dit, réfléchis, mais si j'étais toi, j'irais. Quand l'Indien arrive à la Havane, le cheval, Fidel Castro, lui réserve un accueil digne d'un chef d'État. Anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el aeropuerto internacional José Martí por él mismo en persona, le dije, yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Fidel Castro gagne son pari 4 ans plus tard, en 1998, lorsqu'Hugo Chavez est élu président du Venezuela. La nouvelle stratégie de Fidel Castro commence à porter ses fruits. C'est plus qu'une relation diplomatique entre deux chefs d'État. C'est une véritable camaraderie que les deux hommes mettent en scène quand Fidel Castro rend visite à Hugo Chavez à Caracas. Loin des caméras, il est entendu que Chavez vendra à Cuba du pétrole bien en dessous du prix du marché, comme le faisait auparavant l'Union soviétique. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de cubanisation de l'économie. Des centaines de milliers de manifestants descendent dans la rue et marchent vers le palais présidentiel de Miraflores. La situation est critique. Fidel Castro suit au plus près les événements. Quand nous avons appris qu'une grande foule était en route pour Miraflores, Fidel a commencé à vraiment s'inquiéter. Il m'a fait venir pour me poser des questions sur ce qui se passait. Et il m'a dit, à partir de maintenant, je veux que tu me tiennes informé de tout ce qui se passe. Parce qu'il était convaincu que la tête de Chavez pouvait tomber à tout moment. Des milliers de partisans d'Hugo Chavez se rassemblent pour protéger le président. Des coups de feu éclatent. On compte des morts dans les deux camps. Hugo Chavez est pris au piège dans le palais présidentiel. Fidel Castro veut à tout prix garder le contact avec lui. Fidel logra, yo no sé cómo logró Fidel, comunicarse conmigo porque nos estaban saboteando electrónicamente. Chavez lui a expliqué qu'il ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient encerclés. Pero me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy. Fidel l'a incité à ne pas démissionner et à négocier avec les putschistes pour pouvoir venir à Cuba. Mais Chavez n'a plus le temps de négocier. Des militaires arrivent. Leur message ? Le palais présidentiel sera bombardé si Chavez ne démissionne pas. Il voulait éviter un massacre, mais il ne voulait pas non plus démissionner. Alors il s'est simplement rendu. Sí, porque políticamente que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Okay. No renunció y entonces va preso porque es un golpe de Estado. Okay. ¿Qué? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo.
Pourtant, les auteurs du coup d'État annoncent que Chávez a démissionné de son plein gré. Il a en fait été arrêté et emmené au quartier général de l'armée, où il est autorisé à téléphoner à sa famille. Il lui a dit « Je vais bien, ma fille. Les forces armées m'ont fait prisonnier à Fortuna. Mais écoute, appelle Fidel. » Fidel Castro fait diffuser par la télévision cubaine le message de la fille de Hugo Chávez. Hace 2 horas logramos comunicarnos con mi papá. Nos llamó por teléfono y nos dijo que por favor le comunicáramos al mundo entero que él en ningún momento ha renunciado. Quelques heures plus tard, CNN diffuse le témoignage de la fille de Chávez qui est vue par les téléspectateurs vénézuéliens. L'intervention de Fidel Castro a été décisive. Des milliers de partisans d'Hugo Chávez descendent dans la rue. Le soutien de l'armée au coup d'État commence à faiblir. La garde présidentielle, restée loyale à Chávez, assiège le palais de Miraflores. Vers minuit, Hugo Chávez reprend sa place de président. Reconnaissant envers son allié cubain, Hugo Chávez se rend à La Havane et double la quantité de barils de pétrole vénézuélien livrés chaque jour à Cuba. Et Fidel Castro, quant à lui, offre la meilleure ressource dont il dispose, ses enseignants et ses médecins. Désignés volontaires, ils sont le nouveau visage de la diplomatie cubaine, à la fois soldats et ambassadeurs de la révolution. Viviremos del capital humano. Con ese capital humano podemos ayudar a muchos. Con nuestra experiencia podemos ayudar mucho. Y con esa experiencia podemos ayudarnos a nosotros mismos. Le leader cubain promet d'aider à l'alphabétisation de 1,5 million d'illettrés vénézuéliens. Mais les professeurs envoyés dans les campagnes se rendent compte que de nombreux Vénézuéliens ne peuvent pas apprendre à lire parce qu'ils sont atteints de cataracte. Le 9 juillet 2004, j'étais de garde. Vers 7 heures du soir, on nous a prévenus, le commandant en chef Fidel Castro Ruz venait nous rendre visite à l'hôpital. D'un seul coup, nous avons vu arriver ce grand homme. Il m'a demandé, « Pensez-vous que vous serez capable d'opérer une 50aine de cataractes par jour ?» Nous lui avons répondu ce que nous devions répondre, que nous étions à sa disposition. Le docteur Marcelino a répondu « Bien sûr ». Les docteurs reçoivent des instructions, ils les exécutent. Le lendemain, 50 premiers patients vénézuéliens arrivent en avion à La Havane. Les chirurgiens cubains travaillent sans relâche pendant tout un week-end. Après l'opération, certains patients criaient « C'est un miracle ». C'est de là que vient le nom « Opération Miracle », donné par Fidel et Chávez. Tous les patients sont opérés aux frais de l'État cubain. A esta hora debe estar ya operado el paciente número 50.000. Gracias a la Misión Milagro, gracias a Cuba, a sus médicos, gracias a Fidel, gracias a todos. Ruse de l'histoire, la fin de la guerre froide et du soutien américain aux dictatures militaires de droite permet à des leaders de gauche, sympathisants de la cause cubaine, d'arriver au pouvoir au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, en Équateur, en Argentine. Et la révolution cubaine fait bonne figure avec ses médecins qui guérissent en 10 ans plus de 10 millions de malvoyants. Cuba sort de son isolement diplomatique. Es una revolución que se defiende. Hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica,
y encima de eso un periodo especial, bien duro. Ningún país hubiera resistido eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo, sin una conciencia política. Hasta la victoria siempre. Et puis, Fidel Castro, qui avait repris la main, toujours le verbe haut, fait une mauvaise chute. Les problèmes de santé s'accumulent. 2 ans plus tard, en 2006, après 47 ans à la tête de son pays, il laisse sa place à un autre commandant historique de la Révolution, ministre des Forces armées, Raúl Castro. Raúl Castro n'était pas aussi éloquent que Fidel, qui était beaucoup plus extraverti, plus charismatique. Raúl est plus timide, plus réservé. 6 ans plus tard, le président colombien Santos se prépare à accueillir le sommet des Amériques. Les États-Unis refusent comme toujours d'y assister si Cuba est sur la liste des participants. À contre-cœur, Santos annonce à Raúl Castro que Cuba, une fois encore, ne sera pas invité. Raúl Castro a réagi de manière très courtoise. Il a compris ma situation. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je ne viendrai pas ». Je lui ai dit que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour que Cuba participe au sommet suivant. Les pays latino-américains, dont la plupart avaient bénéficié de l'opération Milagro, sont furieux. Barack Obama n'a aucune idée de ce qui l'attend. El aislamiento, el embargo, la indiferencia, el mirar para el otro lado, han demostrado ya su ineficacia. En el mundo de hoy no se justifica ese camino. Por primera vez, una mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Et nous voilà en désaccord avec des dizaines d'autres pays dans un conflit diplomatique issu d'une politique dont ni moi ni le président Obama n'étions vraiment convaincus. Je me souviens qu'il m'a dit « Nous ne sommes même pas d'accord avec cette politique, ça doit changer ». Mais Obama peut-il modifier la politique cubaine des États-Unis sans se mettre à dos le lobby des exilés de Floride? Il doit agir discrètement. Pour savoir si Raúl Castro serait prêt à ouvrir des négociations secrètes avec les États-Unis, ennemis de toujours, il charge Ben Rhodes de tâter le terrain. Ils ont accepté de nous rencontrer, ils ont envoyé Alejandro Castro comme chef de délégation. C'est le fils de Raúl, il est considéré comme l'homme le plus puissant à Cuba après le président. C'est la preuve qu'ils prennent ça au sérieux. En juin 2013, les négociateurs américains se rendent en secret au Canada pour leur première rencontre avec le fils de Raúl Castro. Il était très chaleureux, presque étonnamment chaleureux quand il est arrivé. Et il m'a dit « Je suis ici avec l'autorisation du président Raúl Castro ». Comme le dit le président Raúl, il y aura toujours des divergences entre nos deux pays, mais nous devons apprendre à vivre avec. Mais ensuite, il s'est lancé dans une digression, presque une diatribe de plusieurs heures, sur l'histoire de ce qu'il appelait le terrorisme américain à l'encontre de Cuba. Ils ont recouru à toutes sortes d'attaques contre mon pays, aussi bien sur le plan militaire que la subversion ou encore le terrorisme, au prix de nombreuses vies humaines. Je lui ai juste dit « Écoutez, je n'étais même pas né quand tout ça s'est passé. Je suis là parce que le président Obama veut aller de l'avant. » Mais la discussion se bloque rapidement. Les Cubains veulent récupérer leurs 5 espions, ceux qui sont emprisonnés aux États-Unis depuis près de 15 ans, après les tirs mortels contre les avions de José Basulto. Ils tiennent particulièrement à l'un de leurs agents, Gerardo Hernández. Je suis allé voir Obama pour avoir son autorisation, mais il n'était pas encore prêt à dire « Ok, on leur laisse Gerardo Hernández ».
Les autres n'avaient pas été condamnés pour meurtre. Et il était important de montrer que cet homme n'était pas au même niveau. Les négociations sont au point mort. Elles vont reprendre de manière inattendue, vraiment inattendue. Quelques mois plus tôt, un sénateur américain, Patrick Leahy, s'était rendu à La Havane. On nous a dit qu'une femme demandait à nous voir. Nous sommes entrés, elle était très nerveuse. Elle avait un traducteur. Il s'est avéré que c'était la femme d'un des 5 espions cubains. Je lui ai montré une photo de mon mari et moi pour qu'il comprenne que nous étions mariés depuis plus de 20 ans, que nous avions une relation forte et stable et que j'avais résisté tout ce temps, mais que j'arrivais à un âge où je ne pouvais plus me permettre d'attendre pour avoir un enfant. Le mari d'Adriana Pérez n'est autre que Gerardo Hernandez, l'espion cubain que Barack Obama refuse de libérer. Elle craignait qu'il reste prisonnier toute sa vie et qu'elle ne puisse jamais avoir un enfant de lui. Elle m'a demandé si on pouvait l'aider à être fécondée par lui. Je ne savais absolument pas quoi répondre. De retour à Washington, le sénateur Leahy est reçu par Barack Obama. J'ai dit au président Obama que cela n'avait rien à voir avec le fait de savoir qui était espion ou qui ne l'était pas. C'était une question humanitaire. Nous sommes tous parents, pensez-y. En fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour le persuader. Le président voulait qu'on réussisse. Peu de temps après, Gerardo Hernandez reçoit la visite en prison d'un médecin qui prélève son sang et son sperme. Le gardien m'a demandé, « Tu sais ce qu'on va mettre en place ?» J'ai dit oui. Alors il m'a dit, « Tu es sur écoute. Nous contrôlons tes lettres. Nous avons la possibilité de savoir beaucoup de choses qui se disent dans cette prison. Si j'apprends que tu as parlé de ce qui va se passer, tout est annulé. » Je lui ai répondu, « Ça fait 15 ans que je suis en prison parce que je ne veux pas révéler des secrets. Vous pensez vraiment que je vais parler d'une chose pareille ?» Quand les Cubains ont vu que nous étions prêts à faire ça pour Gerardo et Adriana, ils ont compris que c'était quelque chose d'important pour eux qu'on n'était pas obligé de faire. Mais les Cubains tiennent absolument à récupérer leur espion. C'est alors que la providence divine, ou la réalité des relations internationales, va faire son œuvre. Mars 2014, Barack Obama rencontre le pape François, premier souverain pontife latino-américain de l'histoire de l'Église catholique. Ils ont parlé de la paix dans le monde, du réchauffement climatique, des persécutions religieuses, mais Obama a dit qu'ils ont surtout parlé de Cuba. Il a dit au pape, « Nous avons fait des progrès, mais nous sommes un peu bloqués. » Le pape lui a dit, « Je suis à peu près sûr que si vous preniez une mesure en faveur de la libération de ces prisonniers, Cuba en ferait de même l'instant d'après. » Obama a répondu que la justice américaine était très complexe et que, d'après lui, cela n'allait pas être possible. Alors le pape m'a demandé, que pouvons-nous faire? Le cardinal et le pape François conviennent de dépolitiser le débat en utilisant l'autorité morale du Vatican. Le pape écrira une lettre à Barack Obama et Raúl Castro leur demandant de libérer leurs prisonniers. Il m'a dit, est-ce que tu sais comment rencontrer Raoul? Trouve un moyen pour arriver jusqu'au président Obama et remets-lui la lettre en personne. Avec l'aide de l'Église américaine, le cardinal Ortega, chef de l'Église cubaine, obtient un rendez-vous avec Barack Obama. Le cardinal Ortega avait l'air d'être sur une autre planète. Il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis le cardinal de la Havane et me voilà avec le président des États-Unis à la Maison-Blanche. Il avait cette lettre avec lui, très formelle, dans une grande enveloppe du pape François. Et il a dit, j'ai remis la même lettre à Raúl Castro.
Et maintenant, je vous la remets à vous. Il m'a dit que le pape avait une autorité morale dans le monde entier et qu'il n'y avait pas meilleur médiateur que lui. Il annonce qu'il va lire la lettre. Il se lève en tenant la lettre à deux mains. Nous sommes tous suspendus à ce qu'il va dire. Je me demande quelle est la longueur de cette lettre. Nous étions tous conscients de la solennité de ce moment. Le Vatican ne fait pas ce genre de choses habituellement. C'est complètement inédit pour eux. Et ils prenaient ça très au sérieux. Il m'a dit très satisfait. Cela m'aide énormément. Grâce à l'entremise du cardinal, les négociateurs américains comme les Cubains ont désormais un bon argument pour désamorcer les critiques. C'est à la demande du Vatican qu'ils discutent. Après des mois de pourparlers secrets entre leurs conseillers, Barack Obama et Raúl Castro vont enfin pouvoir se parler directement. Tout est prêt pour un coup de téléphone sans précédent. Obama a commencé à parler. À la manière cubaine, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il n'a pas arrêté pendant près de 30 minutes. Lorsqu'il a terminé, Raúl lui a dit « Président, vous faites concurrence au record du plus long discours tenu par mon frère. » Et nous avons tous éclaté de rire. Ça a un peu détendu l'atmosphère. Évidemment, Raúl a pris ensuite la parole plus longtemps qu'Obama. Plutôt 45 minutes, 1 heure, je dirais. J'ai glissé un mot sur le bureau d'Obama. Je l'interromps. Il m'a dit « Non, c'est la première fois qu'il parle à un président des États-Unis. Il a beaucoup de choses sur le cœur. » Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Les déclarations officielles sont rapidement suivies par la libération des prisonniers. On nous a fait monter dans des véhicules qui nous ont directement emmenés dans le bureau de Raúl Castro. La première personne que j'ai revue, ça a été Adriana. Et ces retrouvailles ont été un des moments les plus heureux de ma vie. Parce que je savais qu'il n'y avait pas qu'elle que je prenais dans mes bras. Il y avait aussi mes filles. Ça a été l'émotion la plus forte de ma vie. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, il s'est même mis à pleurer. Et j'ai senti la petite qui commençait à bouger dans mon ventre, comme si elle avait reçu le message et qu'elle savait que son père était de retour. Moins d'1 mois plus tard, Adriana donne naissance à une petite fille, symbole d'une nouvelle ère entre Cuba et les États-Unis. Les touristes américains affluent à la Havane. Cuba devient un des lieux branchés de la jet set. Barack Obama est le premier président américain en exercice à se rendre à Cuba depuis le triomphe de la Révolution. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Les cendres de Fidel Castro sont transportées à travers le pays en une longue procession qui suit le chemin inverse de la Grande Marche sur la Havane en 1959. Fidel est la dernière grande icône du XXe siècle. Une figure que la jeunesse pouvait prendre en exemple. Certes, il ne fait pas l'unanimité, mais il était très impressionnant. Il y a de quoi débattre, mais sa mort représente la fin d'une époque. En ce mois de novembre 2016, Fidel Castro abandonne la grande scène de l'histoire. Et Donald Trump est élu président des États-Unis. Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Juste avant la prise de pouvoir officielle de Trump, Ben Rhodes, le conseiller de Barack Obama, s'était rendu à la Havane. À ma grande surprise, ils m'ont dit que Raoul voulait me voir. J'étais en train de lui dire que Trump ne serait peut-être pas si mauvais, qu'il était avant tout un homme d'affaires et qu'il pourrait trouver des terrains d'entente avec lui. Il m'a regardé et m'a dit « Ben, il y a eu un général soviétique qui avait le pouvoir de lancer des armes nucléaires depuis le sol cubain sans mon autorisation, alors que j'étais ministre de la Défense, ce qui pouvait aboutir à la destruction totale de Cuba. » Il s'est interrompu. Il a dit « Vous voyez, j'ai eu à gérer des choses plus compliquées que Trump. » En avril 2018, Raúl Castro quitte la présidence de Cuba. Pour la première fois depuis 60 ans, l'île n'est plus dirigée par un membre de la famille Castro. La pression des États-Unis se fait plus forte que jamais pour en finir avec la révolution cubaine. Le rêve cubain de bouleverser l'ordre mondial ne s'est pas vraiment réalisé, mais l'île continue d'occuper une place à part sur la scène internationale. Le spectre de la révolution cubaine n'est pas près de disparaître.